Bon, aujourd'hui, j'ai une chance incroyable. Je vais manger donc, au restaurant de la Voile. C'est vraiment un superbe restaurant. On va beaucoup parler avec Romain, donc, le directeur de l'établissement, euh, donc la personne qui a la vision sur le créateur en fait du restaurant. Et puis, je me réjouis un peu de partager ce moment avec lui et de vous faire découvrir vraiment un petit peu sa vision, sa philosophie, comment il en est arrivé en fait à créer cet endroit qui est vraiment un endroit assez exceptionnel. Quand j'étais en apprentissage, j'avais déjà dans l'idée d'ouvrir mon établissement et voilà, d'avoir différents projets qui fonctionnent. Et du coup, pour ouvrir, tu es devant une page blanche, tu vois. Enfin, c'est compliqué, tu ne sais pas comment faire toutes les démarches, tu n'as pas ton trésor, tu n'as pas de finances, enfin, c'est compliqué à mettre en place. Du coup, l'idée, c'était, après mon apprentissage, mes études, l'armée, tu vois, j'avais tout le côté obligation au début, c'était de partir 6 mois pour avoir vraiment un step back et de pouvoir avoir les idées plus claires sur ce que j'avais envie de faire. Et ce voyage, j'ai fait 3 mois en Amérique latine, 3 mois en Asie. Du coup, dans chaque pays que je voyageais, je découvrais une nouvelle culture. C'est ça. Tu vas goûter des choses, tu vas parler avec des gens, tu parles pas la langue, du coup tu te débrouilles autrement. Et c'est là où tu te rends compte que la cuisine c'est un langage. Tu as le partage, j'étais dans des endroits mais je comprenais rien du tout. Et pour autant, tu manges, tu montres une technique, quelqu'un d'autre te prend une technique, tu parles un peu avec les gestes. Et finalement, j'ai fait plein de marchés de street food, justement j'ai appris à cuisiner. Ah oui, donc tu as même appris les techniques, tu n'as pas seulement. Et c'est ça qui est fou. Pas tiré en fait seulement les produits, les ingrédients, les goûts. Tu as trouvé aussi, tu as appris à utiliser des techniques. Exactement. Et des modes de fonctionner. Okay. Parce que ce qui est incroyable, c'est que tu fais un apprentissage en Suisse, des techniques, comme on appelle la mise en place, les préparations, l'organisation en cuisine, que tu sois en Amérique latine, en Asie, au Japon, en Indonésie, en Suisse, finalement c'est le même procédé, tu vois. Donc c'est là où tu vois justement que cette cuisine elle a un côté commun partout dans le monde et c'est quelque chose qui rassemble. Finalement, après de savoir exactement quel ingrédient tu vas mettre, ça dépend un petit peu de la culture culinaire, mais surtout de ta créativité personnelle, tu vois. Et donc l'idée c'était de s'inspirer un peu des méthodes de fonctionner de cuisine à gauche, à droite, où tu vois au Japon ils sont tout carrés, ils sont très ordonnés, c'est incroyable à les voir, c'est aussi c'est un spectacle de les voir travailler. Et à d'autres endroits, c'est beaucoup plus tu vois, la bonne franquette. Mais c'est aussi beau parce que tu sens qu'ils sont investis. Des gens... Je pense que, comme tu dis, tu le ressens dans la nourriture. Ah, mais complètement. C'est ça. Tu sens que tu as vraiment t'as des goûts, tu vois, des petits goûts. Et c'est ça que j'essaye d'amener justement à la voile. Mais donc, si je comprends bien, c'est que le fait d'apporter aussi la technique, ça amène l'authenticité après. Parce que le goût, j'imagine, d'après ce que tu m'expliques, c'est que si je fais un plat japonais, mais je ne le fais pas avec les techniques japonaises, je ne vais peut-être pas en retirer. Exactement. Mais par contre, au contraire, excuse-moi, si je fais un plat qui n'est pas japonais, mais avec une technique japonaise, je peux aussi en retirer quelque chose. Exactement, c'est ça. C'est incroyable. L'idée, c'est de venir apporter une technique de droite à gauche, un aliment le plus local possible. Et après, derrière, d'aller mixer un peu tout ça en disant qu'on ne fait pas une cuisine japonaise ou une cuisine colombienne ou une cuisine. On fait une cuisine, c'est la cuisine de la voile avec des influences à gauche, à droite. Et c'est là où, quand on goûte, justement, on se dit tiens, il y a plein de petits goûts. Et c'est ça qui nous définit, c'est vraiment ce côté découverte, des petites saveurs, des petites techniques. On se dit mais tiens, ça, ils ont fait comment? Et pour moi, c'est un plaisir de pouvoir le partager, tu vois. Et c'est quelque chose où on me l'a transmis à travers mes voyages, et pour moi c'est un devoir de le transmettre et même un plaisir, tu vois, que ce soit aux clients, aux employés, et c'est là où ici chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. Du coup je crois que je t'avais dit, on a 2 chefs cuisinières colombiennes en cuisine, donc mari et femme. Moi j'ai travaillé avec Nicolas, c'est le chef de cuisine du soir de la cuisine chaude. J'ai travaillé à Bogota avec lui, donc on s'est rencontrés à Bogota, c'était assez cool. Et après 2 semaines, on travaillait ensemble, on est sorti un soir, puis il était tellement fort, je lui ai serré la main, je lui ai dit Nicolas, un jour, tu travailleras pour moi en Suisse. Mais j'avais encore rien en Suisse, j'avais rien lancé, tu vois. Et j'étais tellement focalisé dans mon idée
j'allais faire des choses et ça allait marcher. Et donc j'ai continué mon voyage. Je suis arrivé au Vietnam, tout d'un coup il me rappelle, il me dit ouais Romain, c'est bon, j'ai démissionné, c'est quand qu'on commence en Suisse? Et là moi je flippe, tu vois, j'avais pas lancé de projet, toujours pas de finances, etc. Mais les idées commençaient à devenir de plus en plus claires. Et c'est là où on voulait lancer la table d'hôtes que j'ai proposée au Landron. Et du coup, c'est finalement la première personne qui est venue en Suisse pour travailler pour moi, c'est justement Nicolas. Et il est venu avec sa femme Anna, qui est maintenant la chef de la cuisine froide le soir. Donc les deux, le couple, ils travaillent ensemble. Et c'est eux qui mettent tout en avant. Donc moi, je check avec eux justement tous les produits, etc., la partie un peu conception. Et après, derrière, c'est eux qui assurent tout le service en cuisine. Enfin, voilà. Moi, j'ai vraiment cette casquette on en a parlé un peu, mais plutôt dans la conception globale des influences, du concept, qu'est-ce qu'on peut apporter. Ouais, voilà, finalement, c'est ça. Et après, quand tu as tes bons musiciens, tu sais qu'ils vont bien jouer. Et c'est vraiment des talents, tu vois. C'est des gens qui sont hyper motivés, hyper intéressés dans ce qu'ils font et qui vont toujours aller chercher des influences, etc. Et à chaque fois qu'on fait des tastings ensemble, c'est chaque fois une explosion de saveurs, ça surprend. Et après, je dis, tiens, on goûte quelque chose ensemble. Puis je dis, je l'accorderais très bien avec ce vin. Après, j'appelle, j'ai de plus en plus de contacts aussi dans le vin où on peut faire une dégustation. Après, on dit, mais tiens, ça c'est pas mal, mais on pourrait encore trouver mieux. Puis ça débouche sur autre chose. Et après, il y a toute la partie sans alcool. Et ça, c'est quelque chose où on se démarque énormément parce qu'on fait un travail titanesque pour trouver les boissons sans alcool qui sont accordées. D'ailleurs, je te conseille pendant ton repas de faire un accord avec et un accord sans. Absolument. Si tu es avec une personne avec qui tu peux partager, c'est hyper chouette parce que du coup ton expérience elle est même doublée, tu vois, parce que tu goûtes plein de choses. Et puis ces boissons sans alcool, c'est comme la cuisine quand on dit on travaille des viandes, des poissons, du végétarien, on fait toutes sortes de choses. Mais sur une viande, tu peux être moins créatif que sur un végétarien, par exemple. Un végétarien, tu as une multitude de... c'est infini, tu vois. Tous les légumes, tu travailles avec les saisons, tu travailles avec... ça, j'ai toujours de la peine à prendre, tu vois. C'est énorme. Et ce qui nous différencie aussi, c'est qu'on a un accord avec les boissons sans alcool. Et ça, du coup, on travaille, donc chaque mets est accordé avec une boisson qu'on fait spécialement pour l'occasion. Et là, c'est un peu comme la cuisine végétarienne que je te racontais, où tu as une multitude de possibilités que tu peux faire dans le végétarien. Tu suis les saisons, après tu peux travailler, tu vois, du champignon, de l'algue, des fruits, des légumes. Tu peux faire des mousses, des textures différentes, des chips, des purées. Tu vois, c'est énorme. Ce qui est incroyable aussi, c'est que c'est assez peu connu. C'est moins. On pense toujours au vin ainsi, mais exactement. La partie non alcoolisée, elle est... Et puis on sent que ça prend quand même de l'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de gens, tu vois, même tu viens, admettons, un mercredi soir, tu viens manger, peut-être que le lendemain, tu vois, tu as des meetings, tu as un rendez-vous important, etc. Tu te dis, tu sais que si tu as bu 3, 4, 5 verres de vin le soir avant, le lendemain matin, tu te réveilles, tu es un peu fatigué, tu as un peu moins la pêche, tu vois. Typiquement, c'est les boissons sans alcool, c'est tout fait maison, tu vas te sentir léger à la fin de ton repas et tu as vraiment des accords dans le match qui sont très intéressants. Tu vois, on a fait par exemple un lait d'avoine infusé avec du riz grillé. On l'a fait griller, mais ça part de rien. On est tous un peu fous et on a des idées qui partent à gauche, à droite. Et on n'a jamais de. Ce qu'on prône, c'est qu'il n'y a jamais de mauvaises idées. Tu vois. On essaye des trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas. De côté, mais exactement. Tu te souviens, tu te souviens, là on avait trouvé cette texture, ce goût. Et puis du coup, ça bien seulement, non mais. C'est bizarre. Tu viens de les faire. Voilà. Oui, c'est la texture. Merci. C'est la texture. D'un coup, tu dis, tiens, tu te souviens, on avait fait un truc qu'on avait mis complètement de côté. Puis souvent, après, tu dois prendre en considération pour la petite histoire. C'est une boisson lait d'avoine riz grillé. À la base, c'est la chef de midi, Clélia, qui nous dit, pourquoi pas faire une espèce d'infusion de pain grillé. Du coup, déjà tout le monde se regarde un peu qu'est-ce qu'elle nous raconte. Et en fait, moi ça me plaît à fond. Oui, dans l'idée, tu vois, une boisson un peu fumée comme ça. Après, tu dis ok, comment on va faire, avec quel pain? L'idée, c'est pas d'acheter du pain pour le jeter comme ça. D'un autre côté, le côté fumé, il faut qu'il soit bien géré, tu vois, parce que quand le pain il est trop toasté, si ça tourne à cramer, et tu as des amertumes qui sont pas intéressantes, qui sont trop puissantes.
Et puis finalement, l'eau, tu as vraiment ce côté aqueux qui, sur le plat avec lequel on voulait accorder, n'allait pas très bien parce qu'on a une sauce qui est assez puissante. Il fallait quelque chose qui ramène un peu de gras, tu vois. Mais du lait de vache, oui, mais lait sans lactose, comme on fait tu vois. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération aussi, de plus en plus. Et du coup, déjà à la base, dans la conception des menus et de nourriture et par rapport aux boissons, on a déjà tous ces paramètres à prendre en compte. Donc finalement, là, on a enlevé le lactose et les protéines de lait en faisant du lait d'avoine. Et derrière, à la place du pain qui contient du gluten, etc., on ne savait pas quelle sorte de pain prendre. Finalement, on a essayé du riz. Et comme ça, en termes d'allergie, intolérance, on sait qu'on est déjà plutôt du bon côté. Et en termes de saveur, finalement, ce riz grillé, ça donne un petit côté un peu comme le popcorn, tu vois. Un peu cette saveur maïs soufflé, etc. Et c'est hyper sympa d'avoir ce truc. Puis ça ramène du coup un peu du gras, de l'onctuosité en bouche. Et en même temps, tu as la saveur fumée. Et ça va matcher à fond avec l'assiette. Et c'est quelque chose finalement qui soude aussi l'équipe parce qu'on échange beaucoup, on fait des tests. Tu fais travailler le collectif. Moi, j'aime beaucoup les gens qui travaillent avec le collectif parce que en plus, quand tu travailles avec le collectif, en fait, tu as une équipe qui est engagée. Mais c'est ça. Et qui comprend aussi ta philosophie. Exactement. Et qui vont carrément amener une pièce à l'édifice. Exactement. Ça, je pense, c'est une très bonne démarche. Ouais. Non, puis même pour moi, c'est aussi, justement, c'est ce que je dis, c'est une fierté de nous voir justement grandir tous ensemble. Après, tu sens des profils justement qui sont passionnés, qui vont apporter des idées. Et pour moi, c'est aussi hyper motivant, tu vois. Et quand tu sais que finalement, justement, on arrive à Neuchâtel avec un lieu qui est quand même mythique, tu vois, le Cercle à Voile à l'époque où c'était vraiment restaurant de filet de perche, etc. Finalement, on change complètement de concept. Alors oui, c'est choquant, tu vois, à chaque fois que tu prends une direction complètement autre, il faut que ça se mette en place. On travaille aussi pas mal avec des acteurs locaux, c'est aussi intéressant justement de s'unir pour la photo. On travaille principalement avec Noé Cotter, avec le graphisme, tu vois, ici on a Lucie Demartin qui nous a fait le design et qui fait nos cartes, etc. Et puis là, ce vase, par exemple, c'est Colline Pelletier qui nous fait ce vase. Elle est à Neuchâtel vers l'Écluse et c'est tout fait à la main. Ça, c'est une technique qui s'appelle le colombin. C'est des petits rouleaux de pâte qui s'enroulent. Tu dois après lisser, etc. C'est toute une technique. Et pourquoi je te dis ça, pourquoi je le sais, c'est que dimanche passé, on a fait un cours justement chez elle, chez Colline Pelletier. Qu'on a fait, moi j'ai fait un bol à ramen, tu vois, mais pour la maison. Et puis du coup, donc Colline, elle nous fait des pièces uniques comme ce vase, mais là elle est en train aussi de nous créer une nouvelle ligne d'assiettes pour nos menus, tu vois. Donc le soir, il y a une attention qui est différente par rapport au midi où on a des autres couverts, des autres assiettes, une autre verrerie. Pour soigner aussi, tu dois être vraiment dans le concept où ton assiette fait partie aussi du menu en fait. De l'expérience globale. Et c'est là où souvent on me demande mais c'est quoi qui change réellement entre midi et le soir? En fait, c'est le dynamisme global, tu vois, où à midi, tu viens dans l'idée de très bien manger. Et tu viens dans ce but, tu vois. Et on le fait, tu as des menus différents toutes les semaines, c'est une offre qui cartonne. On est plein à 95% du temps, on a vraiment de la chance par rapport à ça, parce que voilà, on a voulu être aussi attractif avec des prix qu'on trouve en tout cas justes par rapport à la qualité qu'on propose. Et puis on voit que c'est une démarche qui marche super bien. Aussi avec la clientèle business aux alentours, on a aussi des familles. Le samedi à midi, c'est un petit peu différent que la semaine, c'est un petit peu plus tranquille. Le samedi à midi, les gens ont plus le temps. Et finalement, le soir, les gens viennent ici pour découvrir quelque chose. C'est vraiment dans cette idée d'expérience, tu vois. Tu viens plus dans l'idée de manger, mais tu viens dans l'idée de passer un moment différent. Et c'est deux approches qui sont complètement différentes. Et d'ailleurs, on le remarque aussi dans la suggestion en fait des menus, dans le sens que le soir, on ne sait pas ce qu'on va entre guillemets manger, dans le sens qu'on a une découverte complète. Tandis qu'à midi, on a quand même les ingrédients, on sait ce qu'on mange quand on dîne. Donc et tu vois, ça c'est une vraie prise de risque parce qu'on a plein de gens, et moi je serai le premier à vouloir, tu vois, quand tu prends la carte, ça titille, tu as envie de savoir ce que tu vas manger. Mais souvent les gens viennent une première fois, ils dégustent, puis après ils se disent tiens, après on a confiance. C'était super. Et puis on continue. C'est vrai que j'ai pris en fait ce concept d'omakase de par les influences que je tire du Japon, d'un voyage au Japon, où tu vas là-bas et tu dis omakase, c'est un menu, tu sais pas ce que tu vas manger. Et tant que tu fais pas Checo pour l'addition, tu dis pas que tu arrêtes de manger, ça continue. Et c'est pas 4, 5, 6 étapes, ça peut être
10, 15, 20 excellent. Étapes, tu vois. Ok. Donc ça, c'est un élément que tu as pris du Japon. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à confondre. On dit, tiens, sur la carte, on voit trois lettres en japonais, enfin 3 graphiques qui signifient omakase, justement. Donc les gens se disent, tiens, ils font la cuisine japonaise. Ouais. Ben non, c'est le concept, tu vois, qui est tiré d'une influence japonaise. Ouais, mais finalement, on a une cuisine très singulière à nous, où on tire des influences justement avec Nico et Anna, les chefs du soir, qui sont colombiens. Mais on a aussi le chef pâtissier, Jamal, qui vient des Comores, tu vois. Ouais. Donc lui, il est africain. Ouais. Et il va tirer ses influences aussi un peu d'Afrique. Et aussi de tout ce que je lui raconte, par exemple mes voyages, où chaque fois, là j'étais aux Philippines il n'y a pas longtemps, j'ai ramené une patate violette, une patate douce violette qui s'appelle le ube. Ouais. Et puis je lui ai dit, écoute Jamal, j'ai envie qu'on fasse un truc avec ça. On a appelé tous les magasins asiatiques, etc. On a essayé d'essayer de s'en trouver, tu vois. Et on a eu 4 choses différentes, 4 styles d'ube différents. Et maintenant on est en train de faire les tests. Et vendredi soir, il y a un nouveau dessert qui va sortir, mais pour l'instant, on n'en a aucune idée. Même lui, il ne sait pas, tu vois. C'est un peu de la magie, tu vois. Tu essayes des trucs. Et c'est ça qui est beau, tu vois. Puis c'est ce côté un peu... tu as un peu de l'adrénaline, tu ne sais pas trop, tu vois. On essaye. Comment on fait les dressages, tu vois, on fait une assiette, après on se dit est-ce que ça passe? Est-ce qu'on va changer la disposition des choses? Est-ce qu'on met un peu plus de ci, plus de ça? Comment ça va être perçu? Jusqu'à où on va dans la créativité, tu vois? Parce que clairement, que je dis, tous mes chefs en cuisine, ils auraient le niveau, tu vois, pour aller vraiment très haut aussi en en détail, etc. Mais après, c'est tout ce qui doit suivre derrière, tu vois, où tu dois avoir une équipe qui est là à 3000%. Là, on forme aussi des apprentis, on veut garder du temps pour eux, pour bien les former, pour leur apprendre tranquillement. Enfin, c'est ça, en fait, c'est toute une démarche et jusqu'à où on veut aller. Et voilà, l'idée du restaurant La Voile, c'est vraiment d'avoir le soir cette découverte culinaire où vraiment tu viens pour découvrir ces petits goûts, passer un moment un peu hors du commun. À midi, tu viens bien manger avec une offre dynamique qui est renouvelée toutes les semaines, originale aussi. Et après, tu as encore toute la saison estivale avec le bar où là on fait des événements, on fait des cocktails, et on a la belle terrasse qui est magnifique. Voilà. Il y a des éléments en fait dans ton restaurant où en tant que client, on ne sait pas trop. On se rend compte que tu visites, que tu as visité, que tu voyages. Moi, la pression que ça me donne, c'est quand je rentre. Mais tiens, il y a du voyage, il y a des éléments. Et en fait, est-ce que tu peux m'expliquer exactement qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est toutes des choses. J'ai un peu ce côté. Je suis dans une famille d'artistes. Un peu mes grands-parents étaient artistes. Finalement, il y avait ce côté. Typiquement, si on prend cette photo. En soi, c'est pas de la cuisine, tu vois, mais c'est les influences sur l'Amérique latine. Finalement, là, tu vois la presse, c'est une presse à patacones. Patacones, c'est des petites chips de banane plantain. Et plus que ça, c'est mon salaire que j'ai reçu après mes 3 semaines de travail en Colombie. À la fin de mes 3 semaines, donc, le chef me dit « Ah, Romain, attends, je vais te chercher quelque chose au bureau. » Moi, je pensais qu'il allait me chercher l'enveloppe, tu vois. Puis il est descendu avec cette presse à patacones. Donc moi, je faisais 12 heures par jour, tu vois. Et il me dit, merci pour ton travail, et il me donne cette presse que j'ai justement à la maison. Et donc voilà, c'est des choses qui me... Ça, c'est un petit tapis que j'avais fait à Oaxaca, dans la région de Oaxaca au Mexique. Après, on a les totopos, les tortillas, mais en tostada, donc en grillé. Le tahine, c'est ce que tu retrouves au bord des verres, dans les cocktails aussi d'Amérique latine. Le premier coquillage que j'ai sorti de l'eau à Cuba. Le premier corail, la feuille de maïs, tu vois, qui sont de nos champs d'ici, un grand coquillage, c'est toutes des petites choses. Mais donc, mis ensemble, ça donne une composition qui, moi, me rappelle plein de choses que j'ai pu vivre et qui sont intéressantes. Ouais, tu m'expliques un petit peu cette zone parce que je sais pas, elle a quelque chose. Tu vois, c'est vraiment la zone un peu d'accueil, c'est quand tu arrives en haut des escaliers. Tu as ce côté voyage, c'est une vieille mappemonde que j'ai récupérée au Landron, justement la maison de mes grands-parents dans laquelle on avait fait la table d'hôte. Tu vois, elle est splendide. Tu regardes les noms, il n'y a plus rien qu'à. Il y a les pays qui ont changé. Exactement. Tu vois, c'est sûr que chaque fois que je passe devant, je me dis, là je suis allé, j'étais aux Philippines juste avant, toute la partie Amérique latine, le Mexique, États-Unis, Canada, tu vois, tu as vraiment ce côté voyage. Après, ici, tu sais ce que c'est ça? Non. Ça, c'est un mini baril de saké.
Donc tu as les barils de saké qui sont énormes, plusieurs centaines de litres qui sont comme ça. Et c'est exactement le même tressage, les mêmes tissus, etc. Mais là, ils l'ont fait en version minuscule. Donc tu vois, tu as la petite fiole. Et puis après, tu ouvres simplement ton. Et puis là, tu verses ton saké. Du coup, voilà, c'est une petite notion un peu plus sur le Japon. Là, on a une vieille carte. Ici, elle est super. Lac de Châtel. Ça doit être 1700 et quelques. Donc tu vois, elle a été un petit peu rongée quand même par les années, mais on la voit aussi au Landron. Si tu regardes par exemple Yverdon avec le I, c'est Yverdun, tu vois. Estavayer, Eftavaille. Tout est changé. Tu vois, par exemple, le comte de Neuchâtel, tu vois, après la seigneurie de Valangin. Et cette carte, c'est quelque chose qui t'appartenait? C'est quelque chose qui appartenait à la famille. Comme ça, t'as amené ton côté familial. Ouais, exactement. Et puis avec justement cet aspect un peu temporalité aussi, où tu vois justement la différence entre avant, maintenant, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça touche justement les Neuchâtelois, on est quand même souvent très attachés à Neuchâtel. Et de voir un petit peu, c'est assez rigolo de voir les différentes orthographes, etc. quoi. Et puis cette commode, elle a aussi une histoire ou pas? Alors cette commode, ma grand-mère, tu vois, elle était la commode de la grand-mère? Ouais, c'est la commode de la grand-mère. Il y a des choses dedans? Elle était émailleuse de métier. Ouais, il y a un peu. Mais tu vois, c'est encore ses affaires. Non, ça c'est pas vrai. C'est encore ses affaires de couture. C'est incroyable, t'as même pas vidé. Non, mais c'est même pas vidé, mais c'est incroyable. Tu sais que ça c'est vraiment, alors pour le coup on retrouve un trésor. T'auras peut-être des photos de toi là. Hein. Ouais, peut-être. Incroyable. Mais tu vois, bref, mais génial. Tellement de choses justement au Landron avec des vieux meubles, etc. mais qui sont magnifiques. Que voilà, je trouvais chouette d'intégrer dans le restaurant. Donc tu as intégré les 3 éléments qui font tes origines. C'est ça. Et par contre aussi tout ce qui est tes nouveautés en fait. C'est sympa de jouer avec son héritage. C'est ça. Mais de garder son ADN, mais de le changer à travers ses expériences. Ça c'est chouette. Exactement, c'est vraiment l'idée. En plus, tu vois, par rapport au restaurant, le bois des marches matche bien avec la couleur, avec la colonne. Tu sens qu'il y a une cohérence, quoi. Du coup, génial. On est content, quoi.